Bonjour à tous. Aujourd'hui avec Tiki, nous allons vous partager notre avis sur le dernier film de Ryan Coogler, Sinners, un film qui cartonne aux USA pour le plus grand bonheur de la Warner, puisque c'est une production de la Warner. C'est un film avec un budget de 80-90 millions de dollars et qui a réalisé au box-office, je crois qu'il a dépassé les 350 millions de dollars, donc ce qui est énorme. Et c'est vrai que la Warner, ils peuvent se frotter les mains puisque depuis Minecraft, ils enchaînent les succès au box-office. Minecraft est pas loin des 950 millions de dollars. Bon, il ne devrait pas atteindre le milliard. Il est en fin d'exploitation, mais dans le cas, c'est un succès considérable. Destination Finale, le dernier opus, il a dépassé, il en est, je crois, à 220 millions de dollars à l'international pour un budget de production de 50 millions de dollars. Donc c'est pareil, c'est un succès considérable pour un film de cette saga ou même un film d'horreur. Et c'est vrai que pour la Warner, depuis Minecraft, ils ont enchaîné les succès, alors que juste avant, ils avaient enchaîné, malheureusement pour eux, les déconvenus, alors qu'ils proposaient à chaque fois, ils avaient quand même proposé de temps à autre des films, des projets intéressants. Et c'était le cas de Mickey 17 qui malheureusement n'avait pas su trouver son public, alors que c'était un film qui était très très cool. Donc là, écoutez, c'est très très bien que la Warner voit ses risques payés. En tout cas, c'est pas la sortie de Superman qui devrait inverser la tendance, puisque le film il jouit quand même d'une certaine attente, d'une certaine hype. Il n'y a qu'à voir les retours sur les dernières bandes annonces, sur les dernières informations sur le film, que ce soit la presse ou les spectateurs. On sent qu'il y a quand même un consensus et que le film il est globalement accueilli avec bienveillance. Donc on verra les retours quand ce film sortira en salle au mois de juillet. Mais voilà, avec James Gunn, on n'aura pas dans tous les cas un étron. Donc si le film est joué en plus, il est accueilli avec bienveillance, il devrait y avoir une hype positive autour du film et il ne devrait pas se planter. Alors on verra si Superman a réalisé un succès stratosphérique ou un succès modeste, mais en tous les cas, on n'aura sans doute pas les déconvenus qu'a pu avoir Marvel avec Fantastic Four ou les Thunderbolts, qui pour le coup, eux, ne jouissaient pas d'une attente extraordinaire et qui ont eu un box-office relativement tiède, et qui d'ailleurs devrait s'inquiéter du prochain Fantastic Four qui, lui, n'a pas l'air de susciter un engouement extraordinaire. Donc en tout cas, pour revenir à Sinners, ça c'est un film d'horreur qui mêle des éléments fantastiques. C'est un film qui dure quand même plus de 2 heures, il dure 137 minutes. Donc c'est un film d'auteur à gros budget, puisque c'est l'adaptation d'un scénario original de Ryan Coogler lui-même, qui a mis d'ailleurs dedans toutes ses obsessions là, de cinéaste engagé, dans la dénonciation de toutes les comment dire, dans la dénonciation de toutes les horreurs, de toutes les persécutions qu'a pu subir le peuple nord-américain, que ce soit dans son passé ou même de notre temps. Et on retrouve ces thématiques-là dans tous les films quasiment qu'il a pu réaliser. Que ce soit son premier film qui était... Comment il s'appelait ce premier film-là? Je vais vous dire ça, les amis. C'était... comment il s'appelait le premier film de Ryan Coogler? Ouais, Fruitvale Station, où étaient dénoncées comme ça les violences policières à Auckland, mais on retrouve également pareil, ce même message, on va dire, engagé dans sa trilogie consacrée à Creed, un rejeton là, de la saga, de la licence Rocky Balboa. Mais on pouvait également avoir ces thématiques également explorées dans Black Panther, sans doute l'un des derniers grands films du MCU, qui était pas loin de la perfection. S'il avait eu peut-être un peu plus, on va dire, de liberté dans le scénario, et puis surtout des effets spéciaux un peu plus aboutis que ce qu'on a pu avoir dans le produit fini. En tout cas,
c'est un film avec une vraie densité narrative, et ça fait du bien. Et malheureusement, c'est vrai que dans les dernières productions super-héroïques, on est loin d'avoir eu ce qu'a proposé Ryan Coogler, hein. Et puis en plus, le film avait fait un carton parce que effectivement, on mettait en avant voilà, le peuple noir, le peuple noir américain, et ça faisait du bien. Et d'avoir voilà, un film qui soit positif et qui mette en avant voilà, le peuple noir, mais de manière voilà, positive. Donc ça, c'était voilà, un message qui était voilà, très, très, en tout cas, très, très positif. Et le film, d'ailleurs, il a eu un engouement incroyable, hein. Et c'est aussi pour ça que Warner a donné les clés à Ryan Coogler pour mettre en scène ce film, qui est un pari risqué, hein, puisque voilà, c'est le budget d'un blockbuster, un film quand même, un film d'horreur, hein, sur lequel Ryan Coogler a demandé en plus à avoir le montage final, hein, le director's cut, ce qu'avait également imposé Bong Joon-ho pour Mickey 17, hein, donc ça en général les majors ils aiment pas trop. En tout cas, voilà, le succès est au rendez-vous, et en tout cas, ça devrait encourager la Warner à relancer ce type de proposition, hein, puisque une nouvelle déconvenue, à mon avis, voilà, ça les aurait incités à stopper, hein. En tout cas, voilà. En cela, Ryan Coogler, il fait du bien au cinéma, et il fait du bien aussi au message qui est envoyé aux grandes majors et sur leurs grandes orientations futures, sur leurs prochains films à produire. En ce qui concerne le film de Ryan Coogler, c'est un film qui mêle à la fois les éléments, on va dire, même si ça se passe dans les années 1930, il y a quand même, ça ressemble un petit peu à un western moderne, avec des éléments fantastiques et horrifiques. Alors, qu'est-ce que ça raconte? En octobre 1932, en pleine prohibition à Clarksdale, dans le Mississippi, deux frères jumeaux, de retour de Chicago, entreprennent d'ouvrir un juke joint pour échapper à leur passé. Alors, faut savoir que Michael B. Jordan, qui incarne le rôle principal dans ce film, ou plutôt les rôles principaux dans ce film, puisqu'il joue deux frères jumeaux qui s'appellent Smoke et Steak, hein, dans ce film, on sait que ces deux frangins, il y a des choses qui sont passées dans le passé, qu'ils essayent de fuir, et ils essaient de se reconstruire dans cette petite ville en ouvrant un établissement, voilà, un juke joint, hein, c'est un établissement qui distribue des boissons, hein, des alcools, hein. C'est un établissement où vous allez boire votre bière ou d'autres alcools, tout en encadrant le film. C'est un ancien abattoir qui est reconverti comme ça en établissement de boissons, où on peut y écouter des artistes de blues et jouer à des jeux d'argent. Enfin, c'est un établissement avec plusieurs on peut danser, jouer, boire, s'amuser. Donc c'est vraiment un changement radical de vie. Et en tout cas, ils essaient de faire prendre un virage à 180 degrés à leur vie, hein, puisque ce qu'on comprend, c'est que il s'est passé des choses pas drôles par le passé pour eux. Malheureusement, un mystérieux étranger va arriver, hein, et très très vite, ce mystérieux étranger va être à la tête d'un culte sanguinaire, hein, qui va foutre un peu le bordel. Donc, dans ce film qui mêle des éléments comme ça, là, du folklore local, hein, parce que dans ce film, Ryan Coogler développe tout ce qui est ambiance Louisiane, vaudou, dans lequel on va mêler des éléments de vampire un petit peu à la manière
je sais pas moi, d'Agent Carpenter pour vampires. Moi, j'adore les films de vampires qui intègrent des éléments comme ça dans un contexte western, comme a pu le faire aussi Tarantino avec Une nuit en enfer. Et puis, il y a eu d'autres expériences de ce type. Donc là, on est un petit peu dans ce même type de film. D'ailleurs, le film, sur plein d'aspects, il a été comparé à Une nuit en enfer, puisque il y a toute une première partie qui fonctionne comme une sorte de drame, on va dire, un drame familial, hein, euh, euh, et où on a ces deux frangins qui essaient de se reconstruire une vie là, dans cette ville, mais on sent qu'il risque d'avoir des problèmes avec les populations locales et notamment le Ku Klux Klan, hein. Et à un moment donné, vers les 2 tiers du film, il y a cette bascule qui sort un peu de nulle part, et là on sombre dans le fantastique et l'horrifique. Donc le film, sur certains aspects, il se rapproche un petit peu de la structure narrative, là, comme ça, là, de Une nuit en enfer, hein. Donc moi, pour pas faire mystère, j'attendais surtout cette bascule, hein, puisque j'avais vu la bande-annonce, et la bande-annonce ne faisait pas mystère de la présence de vampires, de ce culte vampirique qui allait entrer, voilà, comme ça, qui allait faire partie de l'équation. Et étonnamment, la partie que j'ai préférée, c'est la première, hein, qui dure au moins les 2 tiers du métrage, hein, et que j'ai trouvé vraiment la plus intéressante. Et on sent que c'est sans doute celle-ci qui a le plus travaillé Ryan Coogler, hein. Donc c'est une partie voilà, c'est là où je trouve que l'ambiance du film est la mieux restituée, avec cette ambiance un petit peu vaudou, avec cette sonorité blues. La bande de son du film, elle est extraordinaire, hein. C'est Ludwig Göransson qui en est en charge, mais je crois ça avait déjà été le cas dans tous les films de Ryan Coogler, hein. Donc les deux travaillent main dans la main depuis quasiment le tout début. Donc la bande originale est très très cool, mais toutes les chansons, les musiques originales, toutes les chansons qui sont effectuées pendant le film, elles sont très très belles. Je suis pas fan de blues, mais franchement, dans le film, il y a des morceaux qui sont vraiment hyper beaux. En plus, je vais pas spoiler, mais il y a un élément dans le film qui fait que ces sonorités, elles vont mélanger à la fois de la musique classique mais moderne. Enfin, voilà, on a plein de différentes ambiances qui vont se mélanger, et, et puis ça se marie hyper bien. En tout cas, voilà, le film, il a une sacrée bande originale, et qui participe à installer comme ça une ambiance vraiment un peu mystique, un peu envoûtante. On est dans un entre-deux, donc c'est là pour le coup, on est vraiment dépaysé. Et malheureusement, quand on a cette bascule qui s'opère vers le fantastique et l'horreur, et là, après, on tombe dans un film beaucoup plus classique qui enchaîne des séquences d'action, des séquences horrifiques, qui s'attachent moins aux personnages. Et du coup, voilà, quand il y a certains personnages qui passent ad patresse, on perd en intensité dramatique, le récit ne prend pas le temps d'explorer véritablement la perte de ces personnages. Donc, ouais, je sais pas. J'ai un peu du mal à. Je pense que Ryan Coogler a voulu faire un film enfin, il s'est douté qu'il faudrait rajouter un petit élément pour épicer un petit peu son scénario, pour qu'il soit pas trop, on va dire, contemplatif. Mais je trouve qu'il a pas suffisamment bien marié l'aspect film d'horreur fantastique avec tout ce qu'il a construit au départ. Donc franchement, voilà, moi j'attendais la partie horrifique, et puis on sait qu'elle m'a le plus déçu. Et alors que toute la première partie, on s'attache au personnage, on essaie de comprendre les relations qu'il y a pu y avoir. On sent il y a un passif entre certains personnages, on essaie de savoir lequel. En plus, la performance de Michael B. Jordan, elle est vraiment excellente, hein, puisqu'on croit vraiment à l'existence de ces deux frangins, hein. Donc déjà au niveau des effets visuels, c'est ultra propre. Et puis les deux ont vraiment une personnalité qui est véritablement voilà, différente, hein. Bon, après, effectivement, physiquement,
Ils sont quasiment identiques, donc c'est ce qui fait que parfois on a un petit peu du mal à les identifier, mais en tout cas, d'un point de vue comportement, ce sont vraiment deux personnages bien identifiés. Donc, en tout cas, Michael B. Jordan, bon, il assure la musique. Franchement, elle est superbe. Ça fait longtemps, mais ça me donne vraiment envie là, d'écouter la bande originale parce qu'il y a vraiment des chansons que j'ai entendues dans le film que j'ai trouvé très très belles. Et encore une fois, je ne suis pas fan de blues, hein, mais il y a vraiment des chansons que j'ai trouvées incroyables. Donc après, voilà, j'ai trouvé que le film installait voilà, une ambiance, installait comme ça des trames narratives qui sont toutes, on va dire, coupées, on va dire. C'est comme des fils qui sont tendus, mais qui sont tous coupés d'un coup quand le film opère sa bascule horrifique. Et finalement, ce que j'espérais être jouissif, et en fait, ça m'a déçu, puisqu'en plus, ce qui est proposé derrière, c'est on retombe dans quelque chose de ultra classique. Mais voilà, pour le coup, il n'y a rien de véritablement original dans ce traitement des vampires dans ce film-là. À la limite, je dirais que il aurait mieux valu qu'il n'y ait pas du tout de vampires dans ce film. Que la menace du Ku Klux Klan soit la seule véritable menace auquel nos personnages doivent se confronter. Et c'eût été beaucoup plus intéressant en définitive. Hein. Donc moi, je salue le pari là, de Ryan Coogler, hein, de nous proposer un film comme ça, sachant qu'en plus, il a cartonné, donc c'était un pari qui était couillu, et en plus, ça a fonctionné. Est-ce que le film est excellent? Je dirais non, il n'est pas excellent, c'est un bon film, mais je pense un peu trop long par rapport à ce qu'il a raconté. Je pense que ce qui fonctionnait dans Union d'Enfer ne fonctionne pas dans ce film-là, et que le film aurait gagné à rester sur l'équilibre installé dans sa première partie, et qu'on soit plutôt sur une adversité du coup beaucoup plus terre à terre. Mais voilà, encore une fois, on se plaint toujours d'avoir des films de vampires qui sont toujours des clones les uns des autres. Là, on a un film qui propose vraiment quelque chose d'original pour appréhender ce mythe du vampirisme, tout en plus en proposant voilà en toile de fond ces thématiques chères à Ryan Coogler, hein, sur voilà sur ce que subissent ou ce qu'ont subi le peuple noir américain dans son passé, voilà, en termes de racisme et autres ségrégations. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui, en cas, il faut qu'il y ait des cinéastes comme ça engagés qui disent ce genre de choses, mais en tout cas lui il le fait en plus d'une manière qui est très très subtile. Donc voilà, moi j'aime ce type de proposition, et en plus voilà, c'est Mike, voilà, c'est un super réalisateur, hein, Ryan Coogler, hein, donc chacun de ses films voilà, c'est quasiment quand même une masterclass. Encore une fois, voilà, c'est un peu dommage qu'il ait mal géré sa toute dernière partie. Je vous recommande ce film, voilà, pour toute son ambiance qui est posée dans les 2 tiers là, de ce métrage-là. Cette bande originale, rien que pour sa bande originale, vous devez voir ce film. Il y a toute une palanquée comme ça là, de second rôles qui sont hyper intéressants, comme Hailey Steinfeld, hein, qui est très très bien dans ce film. Il y a également Yumi Mosaku qui interprète le rôle de Marie, hein, et qui pareil, hein, qui est très très attachante. Donc écoutez, moi Sinners, j'ai plutôt apprécié, et je regrette son changement de ton, mais voilà, c'est un film à découvrir en salle. Je vous le recommande ardemment. À très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.